Je fais cette vidéo pour briser le tabou autour de Donald Trump, pour mettre fin à la diabolisation par association, pour qu'on cesse de devenir quelqu'un d'infréquentable à partir du moment où on défend le président Trump. Alors pour me situer, je vais vous dire que j'ai eu mon éveil politique à gauche, même si je ne me définis plus maintenant en termes d'opposition droite-gauche. J'ai toujours considéré que le président des États-Unis était une sorte de crapule au service de l'État profond et du complexe militaro-industriel. J'ai acheté la notion selon laquelle le Parti démocrate était toujours un moindre mal par rapport au Parti républicain. C'est d'ailleurs une notion qui est largement véhiculée dans les médias, et particulièrement par la classe artistique. Les démocrates sont les gentils et les républicains sont les méchants. Mais en 2016, avec le duel Trump-Clinton, la donne a changé. Il faut comprendre que Donald Trump n'est pas un néoconservateur comme George W. Bush. Il faut plutôt le percevoir comme un candidat indépendant. Donald Trump a compris que le seul moyen pour un tiers candidat d'accéder à la Maison-Blanche, c'était de s'emparer d'un des deux véhicules. Et d'ailleurs, son entrée en scène au Parti républicain a suscité beaucoup de remous, mais l'establishment du parti n'a pas été capable de le tasser. Pour la première fois, j'ai considéré que le Parti démocrate ne constituait plus le moindre mal. Et d'ailleurs, l'ex-président George H.W. Bush a fini par endosser Hillary Clinton, ce qui indique que le vieux clivage démocrate-républicain est devenu obsolète. Alors pourquoi est-ce que Trump était le moindre mal? D'abord parce qu'il s'est présenté sur une plateforme militairement non interventionniste, c'est-à-dire qu'il s'oppose à l'intervention militaire pour provoquer un changement de régime dans un autre pays. Et face à cette plateforme non interventionniste, on avait le passé va-t-en-guerre d'Hillary Clinton. Hillary Clinton avait voté pour l'intervention militaire en Irak en 2002, quand elle était sénatrice de l'État de New York, et ensuite, en tant que secrétaire d'État pour la première administration Obama, c'est elle qui avait orchestré l'intervention militaire pour destituer et pour tuer Kadhafi. Donc ça fait deux changements de régime, avec toutes les conséquences dévastatrices qu'on connaît et qui perdurent encore aujourd'hui. Parce que la crise migratoire de 2015 résulte de ces deux interventions militaires. Et parenthèse, Joe Biden n'est pas mieux qu'Hillary Clinton. Lui aussi, en 2002, avait voté pour l'intervention militaire en Irak, et c'était lui le vice-président d'Obama pour l'intervention en Libye. Avec Hillary Clinton présidente, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une intervention militaire en Syrie pour destituer Bachar al-Assad, avec tous les risques d'enflammer le Moyen-Orient que ça impliquait. Et Hillary Clinton avait aussi évoqué l'idée d'aller en guerre contre l'Iran, un risque qui aurait été similaire avec n'importe quel néoconservateur à la tête du Parti républicain. Mais avec Donald Trump, on pouvait toujours espérer qu'il tienne parole. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, il n'a pas mobilisé des troupes en sol étranger pour provoquer un changement de régime. Il s'est plutôt fait reprocher de rapatrier des troupes. Alors oui, juste pour ça, Donald Trump constituait un moindre mal. Et c'était quand même pas Trump contre Gandhi. Dès son entrée en scène dans l'arène politique, le traitement médiatique de Trump a été un dénigrement systématique. En 2016, lors de la course à l'investiture républicaine, les médias mainstream ont rapporté que Trump avait traité les Mexicains de violeurs. Alors Trump ne m'était pas très sympathique à ce moment-là. Je suis allé regarder le discours original quand même pour me faire une idée. Eh bien, j'ai constaté que Trump n'avait jamais dit ça. Trump parlait clairement des passeurs de clandestins. Il y avait eu des cas de viol rapportés lors des traversées illégales. Et la malhonnêteté des médias était flagrante, parce que dans la phrase qui suivait, Trump ajoutait qu'il y avait aussi certainement parmi les gens qui traversaient la frontière illégalement de très bonnes personnes. On ne peut pas admettre une telle déformation des propos, peu importe qui en paye les frais. Et on peut comprendre pourquoi Trump s'en prend désormais à ce qu'il appelle les fake news. Un cas similaire d'acharnement médiatique en ce qui concerne le journaliste handicapé duquel Trump se serait moqué. Eh oui, Trump a effectivement gesticulé pour mimiquer Serge Kovaleski. Sauf que Trump a gesticulé exactement de la même manière pour mimiquer Hillary Clinton et d'autres personnes. Et cette gesticulation n'évoque en rien l'handicap de Serge Kovaleski qui a plutôt le bras figé ainsi.
Trump est peut-être odieux ou un grossier personnage, mais il insulte tout le monde pareillement. Homme ou femme, noir ou blanc, handicapé ou pas. Et Trump n'est pas raciste. Avant de se présenter pour le Parti républicain, personne ne disait de lui qu'il était raciste. Trump est adulé dans nombre de chansons hip-hop, et il avait toujours eu de bonnes relations avec le révérend Jesse Jackson, qui l'avait reçu à 2 reprises comme invité d'honneur au Rainbow Push Coalition. Certes, ça lui arrive de s'exprimer maladroitement. Et certains diront qu'en tant que président des États-Unis, il ne peut pas se permettre de penser à voix haute et qu'il reçoit le traitement médiatique qu'il mérite. Je ne suis pas vraiment d'accord. Les médias ont quand même l'obligation de rapporter les faits conformément au réel. Sinon, ça devient du militantisme ou de la propagande. Et c'est exactement ce que font les médias américains comme CNN et MSNBC. La grande majorité des médias de masse américains sont devenus les organes de propagande du Parti démocrate. Ces médias sont à l'affût de la moindre déclaration de Trump qu'ils pourront exagérer et servir hors contexte afin de faire des grands titres sensationnalistes afin de le dénigrer. Alors il faut se poser la question, pourquoi les médias font-ils tout en leur pouvoir pour nous le faire détester? Trump représente l'antimondialisme sur tous ses fronts. En 2016, il s'est prononcé en faveur du Brexit. Parallèlement, Barack Obama se rendait au Royaume-Uni pour tenter de convaincre les Britanniques de rejeter le Brexit. Il faut comprendre que l'Union européenne, c'est la construction mondialiste par excellence. La position sur le Brexit est très révélatrice de la vision politique globale d'un individu. Alors Trump a démontré qu'il était patriote et qu'il voulait préserver les identités nationales. Le premier geste de Trump en tant que président a été de retirer les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique. Donc il représente l'opposition au néolibéralisme économique. Il prône un nationalisme économique basé sur des accords de libre-échange bilatéraux plutôt que sur des accords globaux. Avec son projet de mur, Donald Trump incarne aussi l'opposition à l'immigration illégale. Et ses décrets migratoires indiquent qu'il ne se soumet pas à la bien-pensance du régime diversitaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Trump est un doigt d'honneur ambulant au politiquement correct. Il n'endosse pas l'idéologie intersectionnelle selon laquelle tous les groupes minoritaires seraient forcément opprimés par la majorité. Trump rejette ce nouveau progressisme qui lance sans cesse des accusations de racistes, fascistes, sexistes, homophobes, transphobes à tous ceux qui transgressent les lignes de la bien-pensance. Trump comprend très bien que le politiquement correct est en train de devenir un totalitarisme idéologique. Il s'inquiète de la censure croissante sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le combat pour la liberté d'expression est celui de son fils Donald Jr. Donc, Trump est très conscient de ce qui se passe avec la liberté d'expression. Parallèlement, la seule alternative à Trump, c'est le Parti démocrate, qui fait de l'idéologie intersectionnelle son fer de lance, un peu comme Justin Trudeau au Canada. Le Parti démocrate est noyauté par ce progressisme intersectionnel, et c'est un point majeur, parce qu'il n'y a que 2 options. Que des individus qui sont collés sur la ligne idéologique de Justin Trudeau détestent Donald Trump, ça va un petit peu de soi. Ce qui m'étonne, c'est de voir tomber dans le panneau anti-Trump des gens qui sont nationalistes, qui sont opposés à l'immigration illégale, qui sont opposés au modèle de gestion multiculturaliste et qui sont opposés au néo-progressisme intersectionnel. C'est parce que Trump, c'est l'antidote à toutes ces choses-là. Et que la seule alternative, c'est le Parti démocrate qui est collé sur la ligne idéologique de Justin Trudeau. Parenthèse, si vous avez reproché à Québec solidaire de présenter la première candidate musulmane voilée, eh bien, vous devriez aussi reprocher au Parti démocrate d'avoir fait élire la première représentante portant le voile islamique aux États-Unis. Trump incarne aussi une volonté de faire le grand ménage dans les institutions politiques corrompues. Drain the swamp. Et contrairement à ses prédécesseurs démocrates et républicains, Trump ne se soumet pas à l'État profond. Quand je disais que les médias sont devenus les organes de propagande du Parti démocrate, il faut comprendre que le Parti démocrate est aussi maintenant le parti de l'État profond. Avant l'arrivée de Trump,
l'État profond pouvait compter sur l'un ou l'autre des deux partis. Plus maintenant. Le problème avec les anti-Trump, c'est qu'ils sont incapables de faire la distinction entre Trump, le personnage, et ce que Trump symbolise politiquement. Trump a beau manquer de raffinement. Il a beau être imbu de lui-même et se péter les bretelles. Il a beau avoir une tête de cochon et un caractère de marde, et ajouter toutes les critiques que vous pouvez faire, à tort ou à raison, à sa personnalité. Ça reste au niveau de la forme et non du fond. Et ça prend quand même un tempérament de bully pour s'affronter ainsi à l'establishment. Trump est une épine dans le pied de l'élite globaliste et des groupes qui veulent parachever cet objectif. Quand on prend compte de la concentration des médias dans ces portefeuilles-là, on s'explique très facilement la campagne de dénigrement médiatique. Le narratif anti-Trump a pour but de le faire détester par la population, principalement pour nuire à son option politique, aux États-Unis comme ailleurs, et pour essayer de l'écarter du pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec Trump sur tous les sujets, mais le combat contre l'oligarchie mondialiste et l'élite médiatique est le combat le plus important de notre époque, et c'est lui qui mène la charge. En cette année d'élection présidentielle américaine, il ne faudrait pas avoir honte de lui manifester notre appui. Il a pas tweeté ça! Ben oui, il a tweeté ça.